Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Rien ne va plus entre l'association Tepu Oteomahui, chargée de restaurer les marais de Pamate Hills, et le promoteur du projet de résidence. Ce dernier a mandaté un huissier de justice pour constater des irrégularités. Troisième jour du procès Saranoyan correctionnel, on s'intéresse ce soir à Niuhi Marere, ancien surfeur local. Il a fait partie des nombreuses mules qui se seraient fournies de l'ice auprès de Tamato Alfonsi au Mexique. Et puis la commune de Taha, bien que préservée du Covid-19 jusqu'à présent, ne lésine pas sur les précautions sanitaires. Illustration à l'occasion des mariages où la mairie de Taha tient à suivre les recommandations. Et pour répondre aux questions sanitaires des internautes comme chaque mercredi, nous accueillons le docteur Didier Bondou. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous ce soir. Alors que les Calédoniens se préparent au référendum le 6 octobre, on va en parler dans ce journal. Focus sur le vol de continuité chargé de rapatrier les Polynésiens bloqués sur le caillou Inasurveino sera en direct de l'aéroport pour faire le point. Enfin, pour terminer, plein phare sur les collégiens de Afriaitu à Moorea en pleine initiation à la biologie du corail. C'est à découvrir en fin de ce journal. Il n'y a pas très longtemps, nous vous parlions des marais découverts à Pamate Hills, des marais restaurés depuis 2 ans par l'association Tepu Oteomahui. Seul problème, l'association a aussi édifié d'autres marais sur des terrains mis en vente. Un véritable casse-tête pour le promoteur qui avait d'autres objectifs. Ce dernier, à bout, a dû faire intervenir un huissier et les gendarmes pour établir un constat. Marouké Duri, Rohan Potour et Sandrouli. Voici l'un des 5 marais de la discorde entre l'association Tepu Oteomahui et le directeur de projet de Pamate Hills, Fabrice Bobot. Pour ce dernier, la réhabilitation de ces sites historiques ne s'est pas faite dans le respect et la conformité des fondations originelles. Après 2 ans de labeur sur site, c'est la consternation pour les bénévoles. Il veut détruire, ça en fait. Il veut détruire. Je suis sûr, il ne veut pas payer. Mais il veut détruire les traces qu'on avait fait. On voyait l'autre taou à 110 ans. Il dit, je ne sais pas si c'est un taou, vraiment grave, je ne sais pas. Mais pour le payer à lui. Mais nous met dehors. Et vous, depuis 2018, vous vous investissez pour construire ces marais, pour revaloriser en fait. Voilà, pour nos enfants. C'est pour eux l'avenir. S'il n'y a pas ça, les enfants ne savent pas d'où ils viennent en fait. Ce matin, les gendarmes et un huissier ont fait un constat des travaux engagés par l'association. Une association déterminée à rester sur place en attendant un dialogue avec le promoteur. Parce qu'on voulait faire une discussion autour d'une table avec le promoteur. Et il ne veut pas? Mais je crois que depuis le début, ce qu'on a demandé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Sollicité par notre équipe, le lotisseur n'a pas voulu s'exprimer face caméra. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a averti verbalement l'association de quitter les lieux. Aucun recours judiciaire pour l'instant n'a été déposé pour le préjudice subi. Voilà, le promoteur déclare que l'association a été payée 6 millions de francs pour la restauration des marais qui ont été découverts sur le site. Quant à Enoha Outi, le rameur de 34 ans disparu depuis lundi, les recherches se sont poursuivies depuis ce matin. Les plongeurs, les pompiers et les bénévoles se sont mobilisés toute la journée sans grand succès. Je rappelle que la famille tient à retrouver le corps du défunt pour pouvoir faire leur deuil. Au chapitre judiciaire maintenant, suite du procès Saranoui devant le tribunal correctionnel de Papeete, la Cour a entendu ce mercredi le témoignage de Niuhi Marere, 31 ans, ancienne gloire du surf local. Il a fait partie des nombreuses mules qui se seraient fournies auprès de Tamato Alfonsi, de l'ICE bien sûr, au Mexique. Le compte-rendu d'audience avec Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Niuhi Marere, surfeur de 31 ans, a fait rêver des générations d'enfants. Ça, c'était avant de tomber dans l'ice. Rongé par la drogue, il raconte aujourd'hui comment il a accepté de faire la mule en 2018. Il aurait récupéré 200 grammes d'ice au Mexique auprès de Tamato Alfonsi, l'aurait caché dans des appareils de karaoké avec l'aide de Maytay Danielson. Mais au dernier moment, il aurait paniqué et refusé de rentrer à Tahiti avec la drogue. Aujourd'hui, il assure avoir tourné la page. Tu auras des problèmes non seulement personnels, c'est-à-dire avec ta famille, ton entourage, tes amis. Tu vas les trahir, tu auras des problèmes avec la justice, tu seras plus libre de faire ce que tu veux et tu auras des problèmes de santé. Donc ça veut dire que ou tu vas peut perdre la boule ou physiquement tu vas être changé. J'en ai fait l'expérience et je souhaiterais ça pour rien au monde à aucun enfant et aucun être humain sur la terre maintenant.
Nyuhi Marere est depuis revenu sur sa version, minimisant la participation de Meitei Danielson. Depuis le box des accusés, l'ancien rameur continue de nier toute implication. Tout comme Nikis Kalmagis, un ancien steward. Malgré ses dénégations, des écoutes téléphoniques et surtout un revendeur présumé le désigne comme une tête de réseau local et l'organisateur du voyage de Nyuhi Marere. Il vient quand même corroborer pas mal d'autres éléments du dossier qui ont été qualifiés d'éléments objectifs par Monsieur le Président du tribunal correctionnel. Donc oui, c'est toujours une pierre de plus à l'édifice, mais pas déterminant non plus à mon sens. Aujourd'hui, Nyuhi Marere s'est remis intensivement au sport et dit vouloir sortir la tête de l'eau. Il espère un CAES et un sponsor pour retrouver le chemin des vagues. La suite du procès donc demain. Et en ce mercredi, le bilan du Covid-19 publié par la Direction de la Santé fait état de 1790 cas positifs depuis le 15 juillet, dont seulement 341 cas toujours actifs. 25 patients sont actuellement hospitalisés, toujours 7 décès. Et bientôt, les tests antigéniques permettront d'obtenir plus rapidement des résultats. Le gouvernement a acté en Conseil des ministres la commande de 30 000 tests antigéniques fournis avec leur kit de prélèvement en Nouvelle-Zélande pour une livraison donc prévue au mois d'octobre, réalisée à partir d'un prélèvement nasopharyngé par un professionnel de santé. Le prélèvement est ensuite mis dans un fluide qui change de couleur s'il est positif. Le résultat est connu au bout d'une quinzaine de minutes. Un moyen rapide de détecter les personnes, notamment dans les quartiers ou en cas de nouveaux clusters identifiés. Et en attendant, les cérémonies continuent comme à Taha, où la mairie de Fa'aha a célébré un mariage un peu particulier, comme si le Covid n'est pas encore arrivé sur l'île, bien sûr. Désinfection des lieux, port du masque sont aujourd'hui obligatoires pour rassurer aussi les familles. Le reportage sur place de Pounoua-Touti. Ce panneau à l'entrée de la mairie de Fa'aha annonce la couleur. Un mariage a lieu, mais pas comme il est de coutume, car en présence des 30 invités, tout est réorganisé pour limiter la propagation de la Covid-19. Nettoyage des chaises, port du masque obligatoire, nettoyage des mains, les guides sanitaires sont présents pour sensibiliser les invités au respect des gestes barrières. Tu tiens sur les élastiques. Ouais. Ensuite, tu poses. Notre rôle de guide sanitaire ici sur notre île, c'est de veiller et surtout sensibiliser la population durant le Covid-19. Je ne vais rien dire, il vaut mieux se protéger, on ne sait jamais. Pour le maire délégué de Taha, il est primordial de responsabiliser la population lors des rassemblements et surtout pour des événements festifs comme un mariage. Nous avons aussi pris en compte les mesures barrières afin de responsabiliser un peu les gens lors des rassemblements et aussi en respect avec l'arrêté du Haut-Commissariat destiné à toutes les communes. Malgré toutes ces mesures, parfois contraignantes aux yeux de certains, la mairie de Fa'aha a pu célébrer l'union de deux personnes portées par un oui réciproque des êtres pour que le oui, lien sacré du mariage, a été prononcé devant la famille et les amis présents pour l'occasion. Unis par le mariage. Et nous accueillons maintenant le docteur Didier Bondou pour répondre aux questions des internautes. Merci d'être avec nous ce soir, docteur. Une question générale d'abord. Pour commencer, une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui cite comme source le ministère de la Santé italienne. Il dit en gros que ce n'est pas le coronavirus qui cause la mort, mais une bactérie qui provoque une thrombose, un caillot de sang, et que le seul remède est l'aspirine. Peut-on prendre de l'aspirine justement quand on est positif? D'abord, je dirais méfiance aux réseaux sociaux, parce qu'on trouve tout et son contraire. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une période particulière de la maladie, il y a un rebond qui fait qu'elle devient plus grave, avec des signes respiratoires intenses, avec un phénomène inflammatoire très aigu, qui à ce moment-là justifie un traitement par corticothérapie, antibiothérapie et des traitements qui empêchent les thromboses, parce qu'il s'avère qu'il y a souvent des embolies pulmonaires associées. Mais tout ça, ce sont des traitements hospitaliers, parce que le stade de la maladie fait que le patient sera hospitalisé à ce moment-là. Léliane demande si les robots et autres accessoires à ultraviolets pour désinfecter les surfaces sont efficaces. Oui, c'est efficace, ça fait sa preuve depuis pas mal d'années, même dans les blocs opératoires. On s'en sert pour désinfecter, mais ce n'est qu'un complément au nettoyage, on va dire, humain, manuel et chimique des structures et des locaux. C'est un complément qui peut être utile.
Lila Bethany, pourquoi déclare-t-on des gens morts de la Covid alors qu'ils avaient des pathologies sévères comme le cancer ou une insuffisance respiratoire? Alors c'est vrai que tout le monde voudrait savoir de quoi est mort un tel ou un tel. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans le secret médical et qu'à aucun moment on doit savoir de quoi est éventuellement décédé un patient. Jusqu'à maintenant, ici au Fénois, on a eu des patients qui étaient avec des polypathologies, qui ont malheureusement attrapé ce virus qui n'a fait qu'aggraver les pathologies préexistantes. On peut quand même dire que ces patients sont décédés du Covid qui a aggravé ce qui existait auparavant. Patricia Amanea, je voudrais savoir quelle est la durée d'efficacité d'un gel hydroalcoolique. Alors, à réexpliquer un petit peu le gel hydroalcoolique. D'abord, premièrement, se laver les mains régulièrement au savon, c'est la meilleure des solutions pour se nettoyer. Le gel hydroalcoolique n'est qu'une solution qui peut permettre, lorsqu'on n'a pas d'eau à portée de main, de se nettoyer les mains. Mais le gel ne fait que tuer virus et microbes qui sont présents. Il n'a rien de préventif. Une fois qu'on a passé ses mains au gel hydroalcoolique pendant au moins 30 secondes en nettoyant bien entre les doigts, c'est vrai que si on retouche une surface qui est éventuellement infectée, on se réinfecte. Le gel n'est pas du tout préventif. Pierre demande, le gouvernement a annoncé que le pic de l'épidémie est attendu en fin d'année. Sur quoi se font-ils pour affirmer cela? Alors, sans l'affirmer, mais je pense qu'il y a des modèles informatiques, il y a aussi des personnes qui sont venues de métropole, informaticiens et épidémiologistes, qui, au vu de l'évolution de l'épidémie actuellement au Fénois, sont arrivés à cette conclusion. C'est très possible qu'il y ait un pic. Maintenant, quelle est l'altitude du pic? Ça, c'est autre chose. Je pense que personne n'est capable de le dire. Docteur Didier Bondo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonsoir. Et les gestes protecteurs, vous les connaissez, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Un mot de politique maintenant, le référendum en Nouvelle-Calédonie aura lieu dimanche 4 octobre, donc samedi à Tahiti. Un peu plus de 180 000 électeurs doivent s'exprimer sur l'indépendance ou non de cette collectivité. L'enjeu est important, vous le savez. En Polynésie, les natifs du Caillou n'ont pas le droit de voter, mais ils s'intéressent de très près au scrutin. Nous en avons rencontré deux qui vivent à Tahiti depuis longtemps maintenant, Brigitte Olivier et Patrick Tinsing. Ils sont 180 640 électeurs invités à se prononcer dimanche pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. 34 000 natifs ou résidents sont écartés du scrutin. Ceci pour garantir au mieux une équité dans un pays où la population autochtone est en minorité. Didier Wamitan, installé en Polynésie depuis 1983, accepte la règle du jeu. Oui, je suis confiant, c'est pour le oui. Et pourtant, vous n'êtes pas un acteur actif du référendum parce que vous ne pouvez pas voter. Il suffit d'avoir le cœur avec le peuple, on est actif. Le non l'a emporté au premier référendum du 4 novembre 2018, à 18 000 voix d'avance. Cet indépendantiste convaincu pense que cette fois-ci, le oui sera majoritaire et il ne s'en fait pas pour l'avenir du pays. Il suffit de prendre l'exemple sur Vanuatu et tout ça suit tout dans le bon chemin. Vous êtes indépendantiste depuis toujours? Depuis ma jeunesse, quand je suis venu de la Calédonie, jusqu'à présent, je suis continué avec l'État uni. Je serai toujours indépendant jusqu'à ma mort. Voilà. L'intérêt suscité par ce référendum est très fort aussi chez Jean-Marie Biré, né de mère tahitienne et d'un père caldoche. Il ne ratera rien de cet événement. Bien sûr que je vais le suivre, je me sens toujours concerné par ce qui se passe là-bas. Mais vous ne votez pas, bien que vous soyez natif du pays? Je ne vote pas parce que je n'en ai pas le droit, d'une part, mais parce que j'ai choisi de vivre ici. Je suis tahitien aussi. Mais lui ne dira rien de ses convictions. Je ne veux pas en donner. Je ne veux pas en donner parce que c'est pas à moi de le faire. C'est à eux de choisir et tout ce que je leur souhaite, c'est de recevoir ces résultats comme ils seront, de se respecter les uns les autres. Et puis ensemble, je crois qu'ils n'auront pas trop le choix, de construire quelque chose ensemble. Pas d'injustice flagrante donc pour ces natifs de la Nouvelle-Calédonie qui laissent bien volontiers les habitants du pays décider de son sort. Au final, ce chiffre de 180 640 électeurs représente 2 résidents sur 3 autorisés à s'exprimer sur l'avenir. Voilà, initialement prévu le 6 septembre dernier, le Covid-19 oblige, le référendum a donc été repoussé au 4 octobre.
Mais en attendant, le premier vol de la continuité est arrivé cet après-midi de Nouvelle-Calédonie, avec bien sûr à son bord plusieurs Polynésiens dont les familles attendaient ici depuis un certain temps. Nous allons rejoindre tout de suite Ignacio Reveino et Sandro Lee à l'aéroport car le vol va partir à nouveau ce soir. On imagine le soulagement des familles, Ignacio. Oui, Chiquita, le soulagement des familles, mais ils ne seront pas plus de 70 personnes. En tout cas, c'est le chiffre non officiel qui nous a été communiqué ici même à l'aéroport de Fa'a. Tout ça à cause de profil qui sera accepté sur le sol calédonien. Il s'agirait donc des fonctionnaires qui sont mutés là-bas et des personnes, des Calédoniens d'origine ou ayant une attache en Nouvelle-Calédonie, tel que Marcel que nous allons rencontrer d'ici quelques instants seulement. Il est pasteur, il est venu passer 4 ans en Polynésie, à Haïti. Aujourd'hui, ce soir en tout cas pour lui, c'est l'heure du départ. Marcel Yorana, c'est pas ce soir que vous deviez rentrer en Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, on devait rentrer en mois d'août, mais comme il y a eu le Covid, donc on a attendu et puis profiter de ce vol-là pour pouvoir rentrer en Calédonie. Et pour vous, ça a été un ouf de soulagement quand on vous a prévenu qu'il y avait un vol ce soir qui partait? Après, ça a été difficile, parce que comme on est resté 4 ans ici, donc on a tissé des liens avec beaucoup de personnes dans la paroisse. Et on voulait quand même rester pour continuer le travail. Mais voilà, il faudrait aussi rentrer à la maison et puis voilà. Rapidement, Marcel, comment vous le sentez, le référendum qui arrive ce week-end? Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça va être difficile, difficile de pouvoir rentrer et puis ça va être en tout cas l'ambiance sur place. Voilà, je ne sais pas trop, mais. Merci beaucoup. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on pouvait ajouter par rapport à ce premier vol donc, de la continuité territoriale depuis que la Nouvelle-Calédonie a fermé ses frontières lors de la première vague donc, de Covid-19. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis lors, la Nouvelle-Calédonie ne compte plus aucun cas sur son sol. Merci Nassir Ino, sans oublier Sandro Lee pour les images. Cette belle initiative écolo à présent portée par le collège de Afriaitu à Mouria, où les élèves, guidés par leurs professeurs et l'association Coral Gardener, s'initient à la biologie du corail pour plus tard mieux préserver leur environnement. Des légendes en passant par l'immersion pratique, rencontre avec des biologistes en herbe avec David Chang et Mirko Vanfou. À quelques centaines de mètres de leur collège, ces élèves de 6e suivent un cours très particulier. Ils apprennent à bouturer du corail. La formation est assurée par les Coral Gardeners, traduisez les jardiniers du corail. Le corail qui n'est d'ailleurs pas vraiment un végétal. C'est quoi un corail? Je vous ai dit la dernière fois. C'est un minéral. Animal. Tout en un. Les coraux sont fragmentés, ils sont reliés avec des cordes et une fois leur taille suffisante, ils sont fixés avec du ciment marin dans les zones les plus dégradées. En fait, on essaye de prendre des coraux qui ont résisté au dernier blanchiment, qui pour nous paraissent les plus forts en termes, et pour pouvoir les reproduire et les placer dans le lagon pour qu'ils résistent et en fait ils refassent revenir la vie dans le lagon. Les actions sont importantes, mais la sensibilisation, elle, est primordiale. Étonnamment, ils sont très réceptifs à ce qu'on leur apprend au niveau des récifs, des coraux. Et franchement, pour nous, c'est encourageant parce qu'on voit que ces enfants-là s'intéressent déjà à la nature, à l'importance des coraux, quoi. Et c'est trop cool, quoi. De retour sur la plage, Hepua, qui les accueille dans sa pension de famille, leur conte la légende du requin, un animal emblématique du lieu. Il leur rappelle que ce qui est le lien entre la terre et la mer, ce qui se fait sur terre a une conséquence sur la mer et vice-versa.
À Moorea, en 2018, sur 70% des colonies blanchies par le réchauffement de l'océan, la moitié n'a pas résisté. Les élèves se chargeront du suivi de ces coraux qui figurent sur le sol marin comme un petit bout d'espoir dans un lagon en perdition. Voilà un projet qui pourrait bien inspirer d'autres établissements. Et pour rester dans la bonne humeur, demain, jeudi 1er octobre, sera célébrée la journée mondiale des Matayapo. Suivez Véronique Mercadal dans l'invité café de votre matinale radio. La directrice adjointe des Solidarités vous dira tout sur le programme de la journée. Et puis, juste après ce journal, n'oubliez pas votre émission Araura qui s'intéresse ce soir aux personnes à risque en cette période de Covid-19 et notamment les personnes touchées par la leucémie. Un magazine de 30 minutes sur le parcours du combattant vécu par Papa Bruno Fariki, dont voici un extrait. E mai e tupu pinipini hia no te mea itiro te mo parurutino, global block, e pauno te toto. E hizu ahau mauno kiwa i topa. E mai whiwhiroa, e mai varvara roa roa. Me rach. Tai me poto oi tiro. Oi te waune, oi te wo e hantrame. E o no tra pro no tra e mari e tatara tu, hein? E toti programa normalement il est en phase finale. E mai poi. Voilà, ce magazine sera suivi d'un débat avec deux invités, Tearo Lacour Fariki et Salomé Temari, atteinte d'une pathologie liée également au cancer du sang. Avant de nous quitter, nous avons appris le décès hier de l'un de nos confrères, Jean-Raymond Baudin, ancien caméraman de RFO Polynésie, décédé hier à Royan, en France, à l'âge de 79 ans. À la suite d'une longue maladie, son corps sera incinéré. Il a tenu à ce que la moitié de ses cendres soient enterrées auprès de sa mère à Royan et l'autre moitié sur le Fénois. L'ensemble du personnel de Polynésie la Première tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Rien ne va plus entre l'association Te Pū o Te Ao Maori chargée de restaurer les marais de Pamatai Hills et le promoteur du projet de résidence. Ce dernier a mandaté un huissier de justice pour constater des irrégularités. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Les sportifs vont devoir se serrer la ceinture ». Tahiti Info, le sergent du RSMA écroué à Paris. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour Araura. Très belle nuit sur la Première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet